Alors, je vois qu'il commence à y avoir des messages sur le chat. C'est un très bon réflexe. Merci pour ceux qui nous ont dit bonjour sur le chat. Ce sera notre moyen d'échange si vous voulez poser des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et j'en profite pour vous dire bonjour à tout le monde. Il est 10h05. Je vous propose de commencer ce webinaire. En tout cas, déjà en commençant par vous dire qu'on est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire qu'on a préparé avec le cabinet Levo. Voilà, un cabinet, on aura l'occasion de se présenter, mais un webinaire qui porte sur un sujet qui nous semble important, d'actualité et en tout cas source de beaucoup de crispation, d'inquiétude, de réflexion chez tous nos clients, chez tous les acteurs chez qui on travaille. C'est le bénéfice du fast close. Comment on fait pour anticiper, analyser, piloter, comment on peut interagir, comment on peut faire fonctionner le fast close. On va essayer tout au long de cette présentation de vous donner des exemples un peu concrets, de vous présenter un peu les démarches, les points d'attention, les alertes que l'on a pu avoir lorsque l'on a travaillé sur ce type de projet, ce type de réflexion. Alors, pour faire ce webinaire, voilà, on est le cabinet Actuelia, alors un cabinet que vous connaissez peut-être, qui est un cabinet spécialisé en actuariat. On est une trentaine de consultants. On travaille à peu près avec une centaine de clients des organismes d'assurance sur différents types de problématiques liées à l'actuariat. Ça peut être du calcul de provision technique, des audits, des calculs réglementaires de solvabilité 2 et même de la mise en place de gouvernance, de la rédaction de politique écrite ou de rapports narratifs. Donc, on travaille sur toutes les facettes de l'actuariat. Voilà, on a pu travailler principalement sur ces problématiques de fast cause, principalement au travers des provisions techniques. Et du coup, on trouvait que c'était un sujet intéressant. Et on a demandé au cabinet Levo, avec qui on travaille de temps en temps, et qui on a de bonnes relations, de bien vouloir intervenir avec nous pour aussi nous faire participer de son expérience. Alors, je vais laisser Christophe présenter le cabinet Levo. Bonjour, Christophe Saglio, donc je représente avec Frédéric Jacquemin le cabinet Levo pour cette présentation. Alors, nous ne sommes pas un cabinet d'actuariat et ce partenariat, je pense, est excellent puisque nous sommes complémentaires sur nos métiers et sur ce sujet en fait du fast close, parce que nous abordons plus la phase organisation, optimisation des processus et notre vision métier finance. Donc aujourd'hui, le cabinet Levo, c'est 27 collaborateurs expérimentés. C'est un cabinet de conseil, mais avec des collaborateurs qui ont, pour la plupart, eu des expériences en entreprise, des expériences opérationnelles, comme vous le verrez par la suite. Nous intervenons à 3 niveaux, auprès de conseils d'administration et de COMEX, sur des sujets stratégiques d'anticipation, de recherche, de réflexion, auprès des comités de direction sur les aspects transformation, accompagnement au changement, revue de processus, etc. Et nous faisons aussi de l'assistance opérationnelle, assistance à maîtrise d'ouvrage, gestion de projet, informatique, métier. Voilà. Nous sommes spécialisés dans le secteur de l'assurance et de la banque avec 2 forces autour du sujet finance et risque. Nous intervenons aussi bien donc auprès de direction financière que de direction des risques, que ce soit auprès du métier, mais aussi sur des sujets d'audit interne externalisé. Et nous avons une forte expérience en marketing et expérience client dans ces secteurs-là, auprès des sujets de CRM, mise en place de Salesforce, digitalisation de parcours client, satisfaction client, etc. Voilà pour la présentation du cabinet. Alors, pour pouvoir faire cette présentation, on a mis toutes les meilleures forces, parce qu'on est nombreux à présenter. On est quatre participants. Alors, du coup, moi, je suis Louis Anselme de la Maze, donc je suis associé au sein du cabinet. J'ai à peu près une douzaine d'années d'expérience en conseil en actuariat. Moi, j'ai fait un petit parcours chez Mazars Actuariat. Puis après, j'ai rejoint le cabinet Actuelia à peu près en 2015. Ça venait
de se créer, puisque c'est un cabinet qui a été créé en 2013. Et voilà, on a grandi, on a travaillé sur beaucoup de sujets, aussi sur des sujets de solvabilité d'organisation de la gouvernance, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, mais aussi d'engagements sociaux. On a une particularité au sein de l'Actualia que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais que je redis et que j'aime bien dire, c'est qu'on est tous un peu formateurs. Et donc, du coup, moi, on fait beaucoup de formations et on fait aussi des cours aux universités. Et donc, moi, c'est à Paris-Dauphine. Alors, je serai accompagné lors de la présentation de Kevin Ma. Oui, donc bonjour à tous, je suis Kevin Ma. Je suis également du coup manager au sein du cabinet Actualia et actuaire de formation. Donc au cours de mon parcours, j'ai pu effectivement accompagner plus d'une dizaine, voire une vingtaine même d'organismes d'assurance sur des sujets en lien avec S2, mais aussi effectivement avec tous les travaux d'inventaire classiques et notamment la mise en place de phase close. Justement pour certains organismes d'assurance. Et effectivement, on est aussi formateur, donc on intervient dans des universités, mais également auprès de conseils d'administration ou même auprès d'organismes de formation. Et donc, je laisse Christophe se présenter. Merci Kevin. Donc Christophe Saglio. Donc moi j'ai plus de 12 ans d'expérience en fait dans l'assurance en tant que dirigeant. J'ai touché à tout en fait. J'ai beaucoup travaillé sur des sujets de conformité côté métier, sur solvabilité 2, sur la directive distribution d'assurance, LCBFT, PRIPS, enfin tous ces sujets-là de mise en œuvre des sujets de conformité auprès des métiers, avec toujours une dimension de système d'information, donc faire le lien entre les métiers et les systèmes d'information. Mais j'étais aussi responsable de l'offre produit vie et non-vie, création de produits MRH, création du produit recroissance, etc. Et puis animation de distribution, de canaux de distribution. Et puis j'ai aussi travaillé sur des sujets de redressement technique en non-vie. Frédéric? Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Frédéric Jacquemin, j'interviens depuis une petite vingtaine d'années dans le secteur assurance, tout d'abord en intégration de systèmes d'information finance, puis dans le conseil métier. Et j'accompagne actuellement les directions financières dans le cadre de projets d'organisation, d'optimisation de processus et de transformation du SI Finance. Alors, je suis intervenu au sein de diverses entités dommages et assurance vie de groupes tels que Crédit Agricole, BNP, Groupama, plus récemment AMA. Et depuis maintenant 2 ans, je participe activement au développement de l'Evo. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir partager avec vous mon retour d'expérience et puis mes réflexions concernant les projets de phase close. Merci. Louis-Anselme, c'est moi? Donc, on a préparé cette présentation donc, ensemble avec 4 thématiques. Refaire un point sur le contexte et enjeux objectifs du phase close, rappeler ce que c'est, comment on mène un projet phase close, en fait, la mise en œuvre, les focus autour des sujets techniques de provisionnement qui seront donc portés et présentés par Actualia, et quelques retours d'expérience et des points d'attention sur la mise en œuvre d'un tel projet. Nous souhaitions commencer en fait par un sondage déjà, puisqu'en fait on a parlé phase close, mais il y a aussi le sujet de la fréquence de la clôture, et donc on voulait vous solliciter pour savoir si aujourd'hui quelle était votre fréquence de clôture. Ça peut avoir un impact en fait avec le projet phase close. Donc on se laisse quelques minutes une minute pour répondre à ce sondage. J'espère que vous avez tous la main pour pouvoir répondre. Alors, ça commence à répondre. Ça commence à répondre. Ça se transforme. On voit clairement 2 tendances. Exactement, Louis-Anselme. On voit 2 tendances. Alors, je pense qu'on va... Je laisse 5 secondes là pour clore. Voilà. On met fin au vote. On va partager les résultats. Donc, là, c'est comme disait Louis-Anselme, il y a 2 tendances. Alors, moi, je suis plutôt étonné, mais peut-être la réflexion de Louis-Anselme est intéressante aussi. On aurait pensé que la tendance serait plutôt annuelle et ensuite semestrielle. Et on voit, en fait, non, qu'il y a une moitié annuelle, une petite moitié trimestrielle, donc comme une belle fréquence, et puis
un petit peu de clôture semestrielle. Tu as des commentaires peut-être, Louis-Anselme? Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que bon, la clôture annuelle, c'est le minimum hein, pour pas mal d'organismes et c'est ce qui s'impose. Le trimestriel aussi peut s'imposer lorsque l'on est dans des grands groupes. C'est vrai que entre les deux, lorsque l'on n'est pas obligatoirement imposé sur une clôture plus fréquente qu'annuelle, on voit des pratiques souvent se faire sur du semestriel pour essayer d'avoir une vision un peu en milieu d'année, justement sur une anticipation de la clôture. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que soit on fait quelque chose d'assez sophistiqué et on voit une clôture trimestrielle, soit on voit quelque chose de pas très sophistiqué, si on peut exprimer les choses ainsi, avec une clôture annuelle. Donc ce résultat du sondage me paraît très intéressant. Voilà, donc on va maintenant commencer la présentation. Donc, on voulait revenir en introduction en fait, sur cette définition de phase close. En fait. On a utilisé ce terme anglais qui pour nous était évident, mais qu'on a partagé avec nos collègues. On dit c'est quoi le phase close, etc. Et donc, la proposition de définition, c'était de dire la phase close se définit comme la volonté et la capacité de l'entreprise à réaliser en un temps restreint une clôture comptable. En fait, c'est accélérer ce délai de clôture et éventuellement par rapport au sondage aussi la fréquence de clôture. Parce que faire aussi uniquement une clôture annuelle, on perd des réflexes, on ne le fait qu'une fois par an, alors que si on augmente la fréquence, même d'une seule fois, par une clôture semestrielle, on garde cette habitude, on garde des réflexes et on perd moins de temps lors de la clôture annuelle. Alors, les motivations sont diverses par rapport à ce sujet d'accélération des délais de clôture. Bien évidemment, il y a la pression externe, la réglementation, on va y revenir dessus. Il peut y avoir la pression interne des dirigeants, des conseils d'administration. Alors, quand on dit externe, c'est les parties prenantes. Ça peut être aussi les délégués, le conseil d'administration dans les mutuelles ou sociétés d'assurance, le COMEX, les dirigeants qui souhaitent avoir l'information, les clients, les actionnaires, les parties prenantes voilà, qui disent c'est bien, mais je veux avoir l'information assez rapidement pour pouvoir comparer aux autres, etc. Donc, la pression, elle vient de différentes parts. Contrairement à ce qu'on croit, et c'est un sujet important, accélérer la clôture ne veut pas dire dégrader l'information comptable et financière. Donc, ce processus-là, ce sujet-là, doit aussi s'accompagner d'une réflexion sur comment si j'améliore la qualité de mon information comptable et financière. Il y a le sujet de l'optimisation, de la gestion et du pilotage. Aujourd'hui, j'ai peut-être des producteurs, on passe beaucoup de temps à produire l'information, à consolider des fichiers, à faire de l'Excel, à faire de l'Access, enfin voilà, différentes choses. Comment j'optimise mon processus pour que mes collaborateurs aient le temps de l'analyse et de la réflexion et d'apporter de la valeur ajoutée aux organes dirigeants, aux instances dirigeantes. Et puis, il y a l'efficience des processus. Efficience des processus, c'est à la fois efficacité et temporalité. Il faut que j'enlève des tâches qui sont un peu de valeur ajoutée. Alors, c'est vrai qu'on garde des habitudes, mais il faut peut-être que j'automatise, j'industrialise des tâches qui aujourd'hui me prennent du temps manuellement et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Alors, les impacts sont à 3 niveaux. Premier niveau, c'est organisationnel. On peut tout à fait travailler sur une optimisation du processus, travaillant uniquement sur l'organisation. On ne va pas optimiser complètement, on va arriver à un certain niveau d'optimisation, mais en travaillant sur l'organisation, déjà, on a des leviers d'optimisation. Ensuite, c'est sur les ressources, l'humain. Il peut y avoir des cas où entre un producteur et quelqu'un qui va analyser, les profils ne sont pas les mêmes. Donc, je vais peut-être revoir aussi mon organisation, les profils de mon organisation. Et puis, in fine, si vraiment on veut accélérer, aller plus vite, il y a des impacts sur les systèmes d'information, que ce soit en calcul de provisionnement, enfin, automatisation, en rapprochement des systèmes compta-gestion. Il y aura à un moment donné des impacts sur le SI. Alors, le sujet de la réglementation, on en a parlé. Les sociétés cotées ont eu une directive en 2004, mais ce qui nous a touché plus particulièrement, nous, entités d'assurance, c'est la directive Solvabilité 2, qui, depuis sa mise en œuvre, a réduit les délais de mise à disposition des états quantitatifs et qualitatifs. On est arrivé aujourd'hui à un palier, mais il n'est pas dit que demain ou après-demain, le IOPA revienne et réduise encore ces délais-là. Alors, il y a d'autres contraintes sur les IFRS pour les entreprises qui y sont soumises, mais bien évidemment, produire une information économique pour Solvabilité 2 impose de produire dans des délais aussi plus courts les états sociaux. Voilà. Et donc, plutôt, c'est vrai que cette pression, elle existe par la réglementation. Et puis, il y a l'aspect aussi transparence de l'information comptable et financière. Alors, là, une tendance de marché, on a parlé de cette pression réglementaire, je ne vais pas y revenir dessus,
Il y a l'aspect communication, je l'ai un peu évoqué, auprès des parties prenantes, que ce soit les conseils d'administration, qui veulent avoir aussi une information un peu plus rapidement pour pouvoir prendre des décisions, les COMEX, les actionnaires, les délégués, etc. Donc, et puis, il y a aussi peut-être les clients qui se disent, ben, si je dispose d'informations un peu plus tôt, peut-être cette entreprise est plus sérieuse qu'une autre. Donc voilà, ça donne aussi une image de sérieux par rapport à un marché qui met cette pression sur ces délais. Sur l'aspect réactivité et agilité, ben, j'en ai un peu parlé, c'est est-ce que plutôt que d'avoir un effet tunnel où jusqu'au mois d'avril ou éventuellement mai, je n'ai aucune information, et donc je ne sais pas quel est mon niveau de frais généraux, quel est mon atterrissage, et quelles décisions je peux prendre sur l'année plus 1, il y a cet aspect, voilà, j'ai l'information plus tôt, donc je peux aussi mettre en place des actions de correction, d'évolution et d'analyse, et corriger éventuellement ce qui doit être corrigé. Et puis, il y a le sujet des systèmes d'information, on en a parlé. Sur ce sujet des clôtures, souvent, on a gardé des habitudes, on fonctionne comme ça depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de remise en cause. Ce que ne pouvait pas faire le système d'information il y a 15 ans, aujourd'hui, on peut le faire. On peut faire des calculs de provisionnement compliqués dans le système d'information, il n'y a pas besoin d'extraire les données et de refaire des calculs à côté, pas nécessairement. Voilà. Donc, utiliser aussi cette capacité des systèmes d'information dans leur capacité à embarquer un certain nombre de calculs automatiques, d'automatisation, de rapprochement compte-à-gestion, plutôt que de faire de rapprochement compte-à-gestion manuel. Voilà. Utiliser cette capacité, ces évolutions technologiques. Alors, on ne peut pas parler de fast close sans aborder les enjeux de l'information financière et notamment le triptyque rapidité, fiabilité, pertinence de l'information. Christophe l'a évoqué en introduction. Donc, il faut bien comprendre qu'un projet de fast close, ça va s'inscrire dans une démarche un peu plus globale qui inclut en parallèle de la réduction des délais, la fiabilisation de la production des comptes, qu'on appelle également smart close. L'objectif, il est clair. Ça sera de produire plus souvent pour produire mieux et plus vite. Si tu peux passer sur le slide suivant, ça serait super. Il s'agira donc d'éliminer de manière générale les tâches chronophages et sans valeur ajoutée, de fluidifier la chaîne de production de l'information comptable, d'essayer de réinvestir le temps gagné dans l'analyse et puis dans les tâches à valeur ajoutée, et puis bien entendu, comme l'évoquait Christophe, de tirer parti des modèles prédictifs pour pouvoir mieux anticiper. Alors, quels gains attendent d'un projet de fast close? Ils sont multiples. En termes de pilotage, cela permettra de limiter les effets tunnels en pilotant par les délais, de prendre des décisions pertinentes au bon moment et finalement d'avoir un coup d'avance. Par ailleurs, cela permettra également de mettre sous contrôle les risques en maîtrisant les processus clés et en harmonisant les pratiques. Concernant la productivité, les gains sont un peu plus évidents et cela aboutira à fluidifier la production, à fluidifier également la coordination entre les services, mais également de maximiser l'efficacité des équipes sans pour autant augmenter le capacitif. On le verra par la suite. Et bien entendu, d'améliorer la fraîcheur et la qualité des données. En termes de culture, cela donnera également la possibilité finalement de valoriser les compétences des équipes en focalisant leur attention sur l'analyse de données plus que sur la production. Et puis d'insuffler une culture de la performance. On y reviendra car ça sera justement un des vecteurs d'amélioration continue des processus. Malgré les idées reçues, les projets de fast close ne sont pas systématiquement des projets complexes. De manière simplifiée, deux types de projets peuvent émerger. Le projet comptable, d'une part, et puis le projet d'entreprise. Le projet comptable, il consiste en la mise en œuvre de solutions simples, pragmatiques et généralement maîtrisées par la fonction comptable. Il s'agira bien souvent d'adapter les règles de clôture ou de mettre en place un pilotage efficace, en décalant l'arrêté des comptes, en simplifiant le niveau de reporting, ou bien simplement en alignant les besoins de pilotage interne, communication interne et externe. Le projet d'entreprise, quant à lui, il est bien plus ambitieux. Il s'adresse généralement aux groupes, aux regroupements d'entités, qui visent des délais souvent inférieurs à 10-15 jours, dans un environnement plus hétérogène et plus complexe. Et compte tenu de la multiplicité des acteurs, généralement, il consiste en la mise en œuvre de solutions plus sophistiquées, forcément, qui impactent de nombreux services et qui nécessitent régulièrement une convergence des systèmes d'information. On le verra par la suite, ça en augmentera notamment les délais
et puis leurs coûts. Donc, de manière un peu simpliste, dans ce contexte, il s'agira souvent de réorganiser finalement la direction financière et les parties prenantes autour du reporting, de manière à ce que tout le monde soit aligné, d'analyser et d'adapter l'optimisation des processus sur toute la chaîne de valeur, et puis de mettre en place un arrêté mensuel, d'instaurer une sorte de continuum de clôture. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir une certaine hygiène de vie, une certaine routine, de manière à ce que les choses deviennent naturelles et fluides au cours du temps. Et puis par ailleurs, évidemment, il y aura tout l'aspect système d'information avec tout ce qui va être rationalisation, intégration et puis centralisation des référentiels. Alors, entre ces deux types de projets, comment savoir dans quel type on va se situer? Finalement, ça dépendra d'où l'on vient et puis de l'ambition qu'on va se fixer. Alors, pour essayer d'y voir clair, plusieurs paramètres peuvent aider à mesurer la hauteur de marche à franchir. Parmi eux, la fréquence à laquelle on voudra clôturer, c'est pour ça qu'on vous a posé la question en début d'atelier, la deadline cible de publication des comptes, l'organisation actuelle, le nombre d'interlocuteurs et puis bien entendu la maturité des équipes. Et au-delà de ces critères techniques, il faudra également prendre en compte le mode de gestion de projet, tant en termes de délai de mise en œuvre que de mode de déploiement. Il est évident qu'une mise en œuvre progressive sera bien entendu plus facile à apprendre qu'un Big Bang et qu'un projet où on passe d'une clôture semestrielle à trimestrielle sera toujours plus simple que de passer de l'annuel à du mensuel. Quel que soit le type de projet, il devra, dans tous les cas, garantir les délais de publication cible tout en diminuant le risque opérationnel et en augmentant le temps passé aux tâches à valeur ajoutée. Donc, cela passera nécessairement par une approche globale qui visera d'une part à remettre à plat l'ensemble du processus d'arrêté comptable et puis d'autre part de fiabiliser et sécuriser la chaîne de production de l'information comptable. Donc, des applications de gestion à la communication financière, l'intégralité de la chaîne de production devrait être revue sur les volets organisation, culture, processus, SI, référentiel et data. C'est ce qu'on voit sur la slide suivante. Donc, il faut être conscient que chaque micro-ajustement permettra de gagner des minutes ou des heures au niveau des applications de gestion, de l'interprétation comptable, de la comptabilité, de la conso ou bien de la communication financière. Et chaque petit ajustement apportera un gain qui permettra en bout de chaîne de réduire significativement les délais de clôture et donc du coup de gagner des jours. Donc, si on veut synthétiser un peu ce slide, en conclusion, on pourrait prendre une expression, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je pense que ça s'applique très très bien à ce type de projet. La diversité des projets de phase close amène à une analyse sur plusieurs axes, dont les objectifs sont aussi variés que complémentaires. Sur l'aspect organisation, l'objectif sera d'aligner l'ambition, l'organisation et la culture de manière à faire converger l'ensemble des parties prenantes sur un objectif qui va être commun, la production des chiffres de manière homogène. Concernant la partie process, évidemment, il faudra simplifier la production et fluidifier les échanges. On l'a déjà dit avant. Mais il s'agira également de renforcer le SI, notamment en termes d'intégration et d'automatisation des tâches, mais également de faire converger les visions au niveau des référentiels et de la donnée pour centraliser l'action à l'information et faciliter notamment les réconciliations. Quelle que soit l'envergure du projet, ce dernier il devrait être articulé en plusieurs phases, dont l'objectif sera de cadrer, analyser, définir, construire, puis activer. Alors, vous allez me dire jusque-là, rien de bien nouveau. Et quelque part, là, vous aurez raison. Cependant, bien que chaque étape soit importante, j'aimerais bien insister sur le fait que lors de la phase de cadrage, il faudra avoir une approche mixte, top-down, bottom-up. Tout d'abord, une approche top-down pour clarifier les enjeux, les besoins et attentes de la direction. Mais également avoir une approche bottom-up de manière à évaluer la maturité des équipes et collecter notamment les remontées terrain et les retours d'expérience. Ça permettra de correctement calibrer la taille du projet et de pouvoir exactement voir quel chantier il faudra avancer. D'autre part, lors de la phase d'analyse, il s'agira bien d'être honnête, d'enlever ses œillères pour être objectif, afin d'identifier d'une part les tâches en valeur ajoutée et les principaux goulots d'étranglement, mais également de réaliser un diagnostic chiffré le plus réaliste possible. Cela permettra par la suite de mesurer les gains réalisés. Je voudrais également souligner l'importance de la préparation des équipes et de l'accompagnement en changement, car avant l'activation, ça sera forcément un gage de réussite.
Il faudra bien s'assurer que chacun maîtrise son rôle, ses responsabilités, sa feuille de route. Et puis, de manière plus opérationnelle, que les outils soient bien maîtrisés pour éviter qu'on ait des grains de sable qui se glissent dans les engrenages. Alors, notre démarche, pour faire un focus sur l'optimisation des processus, elle est basée sur 2 constats assez simples. D'une part, une remise en cause par un regard extérieur, elle est indispensable pour être impartiale, sortir des préjugés et des habitudes du quotidien. Alors, généralement, quand on est en production, on est la tête dans le guidon, on produit, on ne prend pas toujours le temps de faire une pause, de faire un peu d'introspection, de prendre du recul et d'analyser froidement les faits et ce qui s'est passé. Donc, un regard extérieur permet d'aider à faire ce genre de constat. Deuxième point, un gaspillage, finalement, c'est plus souvent un symptôme que la cause des dysfonctionnements. Donc, notre approche, elle est construite sur 2 principes directeurs. D'une part, fonder les décisions sur des données et des faits plutôt que sur des opinions. Et d'autre part, définir des processus cibles en éliminant au maximum les gaspillages et les activités sans valeur ajoutée. L'objectif, il est assez simple. Ça va être de cartographier la chaîne de valeur pour mesurer factuellement les temps, la qualité, la charge et estimer les risques. Et puis d'autre part, identifier les gaspillages pour découvrir les pistes d'amélioration en termes de délai et de coût. Alors, on avait envie rapidement de partager avec vous quelques exemples de gaspillage qu'on a pu identifier au sein de différentes structures. Donc, généralement, on a trop de personnes qui sont impliquées dans un processus de décision, des passages de témoins trop nombreux entre des organisations qui sont cloisonnées. On peut également avoir trop de dépendance vis-à-vis d'un nombre réduit de personnes, des charges de travail trop irrégulières, notamment quand on se retrouve en arrêté annuel, des processus qui peuvent être inutilement compliqués ou des outils simplement mal conçus. En termes de pistes d'amélioration, il y a plusieurs axes. On peut très bien repenser l'organisation pour déciler les travaux, bien évidemment simplifier les processus, cela va de soi, répartir les tâches dans le temps. Évidemment, on va se retrouver, si on ne fait qu'une clôture annuelle, on va se retrouver avec une charge de travail qui va être grande comme ça, alors que si on essaie de l'étaler dans le temps, on va pouvoir réduire un petit peu la voilure et puis globalement atterrir plus sereinement sur l'arrêté annuel. Il faudra également aussi essayer d'automatiser la production et les contrôles et de centraliser les données. Bon, à noter que la recette magique, elle n'existe pas. Et les leviers d'amélioration, c'est souvent un mix, d'une part, de réorganisation, d'autre part, d'optimisation des processus, des évolutions IT et de la formation. Et ça, évidemment, ça va dépendre de vous, de où vous en êtes et de où vous voulez arriver. Alors, maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le vif du sujet et puis essayer de démystifier les principes et méthodologies à appliquer pour mettre en place un processus de clôture anticipée. Et je cède donc la parole à Kevin. Oui, tout à fait. Avant de passer à cette partie-là, il y a une question qui a été faite sur le chat. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc là, la question, c'est concernant le projet d'entreprise. Est-ce qu'il y a un standard, entre parenthèses, bonne pratique sur le marché ou des acteurs leaders? C'est sûr que ce genre de projet d'entreprise, il s'accélère lorsque l'on a des regroupements, lorsque l'on a des systèmes d'information, des groupes qui se créent et que l'on doit homogénéiser le système d'information. Donc, tous ces projets-là favorisent à des réflexions autour d'accélération de délai de clôture, d'amélioration de ces process et ça devient un projet d'entreprise puisque l'on va faire en sorte que tout le monde se parle, tout le monde interagisse et que l'on puisse avoir ces respects des délais pour pouvoir piloter, anticiper l'activité. Donc voilà les bonnes pratiques que l'on peut voir, mais on pourrait aussi laisser Christophe ou Frédéric y répondre, mais c'est que la conduite du changement, ça prend malheureusement un peu de temps et que ça nécessite dans un premier temps, de continuer peut-être un peu en parallèle pour que l'on puisse y avoir une conduite du changement qui se fait de façon moins compliquée. Oui, il y a toujours une phase transitoire dans laquelle effectivement on va toujours challenger, on va dire, les méthodes mises en place justement par rapport à ce qu'on ferait d'habitude. Et l'idée, c'est effectivement de faire converger les deux, le process standard et le process fast close, vers justement une vision commune qui soit tout à fait acceptable du coup pour les clôtures définitives, quoi. Après, je ne sais pas si ça répond à la question aussi, mais il y a des très bons élèves. Alors, je ne sais pas si on vous dire des très bons élèves, mais
Aujourd'hui, des entreprises cotées dans le secteur de l'assurance, à J+10, ont l'information, clôture en fait. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit l'ambition qu'il faille se donner, voilà, mais il y a entre J+10 et J+6 mois, il y a toute une marge de manœuvre qui existe, et c'est ce que disait Frédéric, fait, quelle ambition est donnée, quelle politique est donnée, si on utilise le terme politique, sur la clôture des comptes auprès des équipes qui produisent, en fait, par le conseil d'administration et les instances dirigeantes. On y reviendra justement en fin de séance, notamment sur les convictions. C'est de bien calibrer en fait à quel niveau on veut se situer et est-ce qu'on est capable de le faire. Alors après, sur les grands groupes, pour essayer d'être un petit peu plus précis sur les points, généralement, on a une approche un peu top-down, bottom-up. C'est un peu ce que j'expliquais sur la partie cadrage. On essaie de voir avec les dirigeants quelles sont les contraintes, notamment en termes de production de délai, de les challenger et puis essayer de voir un petit peu comment on peut traiter ces points. Donc, on essaie de donner cette ligne directrice. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire un état des lieux. L'état des lieux, là, ça va être plutôt l'approche bottom-up avec les différentes entités pour voir où ils en sont et est-ce que ça pourrait être possible, en première analyse, d'atteindre la cible qu'on s'est fixée. Et généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt d'essayer de fluidifier les échanges et notamment d'avoir des outils qui sont uniques. Alors, dans les goulots d'étranglement, alors sans rentrer trop dans le détail, on a souvent des problématiques de pêche à l'information, de réconciliation, de référentiels qui ne sont pas les mêmes, et puis de partage d'informations qui ne sont pas automatisées. Donc, généralement, mettre en place des outils qui permettent d'avoir une fluidification dans la remontée de la chaîne de l'information comptable, ça aide énormément. Donc, par exemple, je vais donner un exemple parmi tant d'autres, on peut très bien imaginer sur des activités avoir des comptabilités qu'on va dire techniques, d'accord ? Donc, on va avoir par exemple des comptabilités spécifiques, actifs, passifs, gestion d'actifs d'une manière générale, qui vont monter dans une comptabilité générale un peu plus classique, qui vont intégrer des frais généraux, ce genre de choses, qui ensuite vont pouvoir remonter dans une sorte de palier tout automatisé, qui permettra d'avoir une vision d'un bloc d'entités et qui lui-même après va être retranscodé dans un plan de compte groupe, qui soit du PCEC ou du PCA. Donc, généralement, c'est ces facteurs-là qui permettent d'aider et avec une approche top-down et bottom-up. Et ensuite, de manière un peu transversale, toute la partie SI qui permet de fluidifier toute la chaîne. Je ne sais pas si j'ai pu… Kevin, tu reprends la suite ? Ouais, ça marche. Du coup, effectivement, l'idée, c'est dans cette partie de vous présenter du coup, comment est-ce qu'on peut faire d'un point de vue technique un processus de fast close. Et donc, effectivement, quand on parle de fast close, ce qu'il faut avoir en tête, c'est effectivement ce qu'on appelle aussi le processus d'arrêté anticipé. Alors, quand on fait du fast close, c'est quoi? C'est on essaie d'arrêter les comptes, par exemple, au 30 novembre, et on essaie du coup d'écrire l'histoire pour arriver jusqu'au 31/12, enfin jusqu'à la fin d'année, quoi, pour justement valider les comptes au plus rapidement. Du coup, lorsqu'on a affaire à un arrêté anticipé des comptes, effectivement, il faut s'organiser. Il faut absolument mettre en place des méthodologies qu'on va déployer pour justement réaliser cette estimation. Parce qu'effectivement, quand on regarde du coup entre le 30 novembre et le 31/12, ce sont des flux qu'on va estimer, et qui dit estimation dit effectivement incertitude et dit aussi non exact. D'accord ? Donc ça, effectivement, il faut commencer à travailler dans cet environnement. Et lorsqu'on du coup fait appel au fast close, il faut absolument s'organiser. Il faut, lorsqu'on a par exemple des tiers avec qui on travaille, donc des courtiers, des réassureurs ou des co-assureurs, tous les flux que vous allez essayer d'arrêter au 30 novembre, il faut bien être en mesure de les faire. Et du coup, il faut bien s'assurer qu'on a bien tout le process qui permette de le faire. Et aussi, lorsqu'on met en place une méthodologie, et ça c'est très important, il faut aussi la validation du commissaire aux comptes, puisque in fine, c'est quand même eux qui vont valider, on va dire, tous les chiffres qui vont, être liés à ce fast close, et donc il faut absolument que la méthodologie soit validée. Lorsqu'on est sur la partie estimation, il y a plusieurs techniques qui peuvent être mises en place opérationnellement pour justement limiter, on va dire, l'aléa autour des estimations qu'on va faire. Par exemple, lorsque vous mettez en place des procédures opérationnelles et que vous dites « Ok, mon objectif, c'est d'être le plus proche des flux réels », vous allez dire, par exemple, au gestionnaire d'actifs, écoutez, ne réalisez pas des mouvements significatifs sur mon portefeuille, puisque mon objectif, c'est justement d'atteindre la cible. Lorsqu'on est sur la gestion, par exemple, l'idée, c'est de dire aux gestionnaires, par exemple, de sinistres,
de ne pas modifier drastiquement la gestion des dossiers ou même chercher à vouloir clôturer au plus rapidement ou enfin de manière atypique en tout cas le traitement des dossiers. D'accord. Et pareil, sur la partie frais, ben, l'idée, c'est d'anticiper, on va dire, des flux de frais qui vont tomber. Et donc, l'idée, c'est que s'il y a des décaissements atypiques qui sont réalisés, ben, déjà, on veut les limiter. Et si on peut pas s'en empêcher, ben, effectivement, ben, il faudra absolument mettre en place des systèmes d'alerte, justement, pour mettre en avant tout ce qui est atypique. D'accord. Donc là, dans la slide après, ce qu'on vous propose, c'est de parcourir en fait des points pratiques, méthodologiques, on va dire, sur des méthodes d'estimation, justement pour projeter cette fameuse période entre novembre et décembre. Et là, sur cette première slide, on vous explique que pour la comptabilité technique, donc ça peut concerner tout ce qui est prime, flux de sinistre, provision, programme de réassurance, ce qu'on peut voir sur le marché, ce qui est généralement fait, c'est que en fait, les organismes arrêtent les flux au 30 novembre ou même au T3, hein, ça peut arriver aussi. Et l'idée, effectivement, c'est toujours de trouver des bonnes méthodes pour extrapoler l'information jusqu'à la fin d'année. Donc là, on va le voir après via deux exemples non-vie et vie. Ben, l'idée, c'est toujours d'arrêter les flux au 30 novembre et du coup de donner une part, on va dire, estimative de ce qui va se passer durant le dernier mois. Pour faire ces méthodes, il faut effectivement avoir des systèmes informatiques qui vous permettent de bien extraire et de figer les flux à la date d'arrêté. Et effectivement, quand on parle d'estimation, ben, on va commencer à chercher des méthodes d'extrapolation. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer de se baser sur les données historiques, bien évidemment, pour essayer de décrire le dernier mois. Dans la slide suivante, ce qu'on propose, c'est effectivement une méthodologie, une illustration de la méthodologie. Alors là, c'est plutôt pour les organismes non-vie. Alors, quand on parle de phase close, du coup, quand on cherche à provisionner en non-vie, souvent, ce que vous allez faire quand vous arrêtez vos flux au 30 novembre, vous allez du coup extraire votre triangle. Et au niveau de votre triangle, vous allez avoir du coup des données arrêtées au 30 novembre. Et donc, la question qu'on se pose, c'est du coup, comment terminer ma diagonale pour tomber jusqu'au 31 décembre, avoir des flux arrêtés au 30 décembre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier objectif, c'est d'essayer d'écrire du coup l'histoire de la sinistralité sur le dernier mois. Et donc, pour écrire la dernière, on va dire la dernière ligne, donc là, c'est sur mes courbes en bas, entre novembre et décembre, c'est le mois qu'on essaie d'estimer. Donc, quand on a à faire ce type d'estimation, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous regardiez, on va dire, deux éléments importants. Premier élément, c'est déjà regarder ce qui s'est passé durant les 11 premiers mois. Parce que les 11 premiers mois vont vous donner des indices assez précieux sur comment va être tirée la courbe entre novembre et décembre. D'accord. Si vous voyez que, par exemple, là, typiquement, l'année 2020 n'a pas forcément été une bonne année parce qu'effectivement, il y a eu le Covid et du coup, il y a eu des flux qui ont été assez atypiques en cours d'année. Mais lorsque vous retournez sur des années plutôt classiques, les 11 premiers mois peuvent vous donner des tendances sur est-ce que l'année est plutôt, on va dire, bonne en termes de sinistralité ou plutôt mauvaise, et si aussi il y a eu beaucoup de décaissements ou pas. D'accord. Et une fois que vous regardez ces 11 premiers mois, un deuxième élément à regarder, c'est effectivement ce qui s'est passé au cours des années précédentes durant la même période. Là, l'idée, c'est d'aller regarder sur les survenances antérieures comment s'est déroulé de manière générale du coup, le déroulement du mois de décembre. Est-ce que ça a plutôt été un pic à la hausse toujours observé le dernier mois? Parce que je ne sais pas, tous les dossiers sont clôturés en fin de mois. Est-ce que non, au contraire, il n'y a pas eu y a rien d'atypique? Donc, on essaie d'extrapoler. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on fait ces éléments, c'est de prendre bien en compte les effets de saisonnalité. On est sur des techniques du type chain leader. Hein. Donc, l'idée, c'est toujours d'extrapoler, on va dire, une bonne cadence. Okay. Et sur la slide d'après, ce que j'explique, c'est que du coup, sur les survenances antérieures, donc lorsqu'on va regarder vraiment les sinistralités antérieures, là, il y a moins d'aléas, dans le sens où on a déjà une année, voire une année et 11 mois
on va dire, d'histoires qui se sont écrites, on va dire, sur les sinistres qui ont été ouverts, hein. Et là, pour le coup, on a moins besoin de rentrer dans le détail pour analyser comment extrapoler le dernier mois. En revanche, là, et c'est important, c'est de mettre en place, on va dire, un système de suivi continu des flux avec le gestionnaire. En gros, l'idée, c'est de se dire, bah, écoutez, vous gestionnaire, si vous observez des flux atypiques qui tombent au cours du mois de décembre sur les sinistres déjà ouverts, ben, moi, en tant que technicien, donc celui qui s'occupe de l'inventaire, je vais être informé de tout mouvement important. Et là, dans ce cas-là, ça va nous permettre d'ajuster les fameux coefficients lorsque on pense qu'il y a besoin d'ajuster. Et donc là, effectivement, on se retrouve, après ces deux étapes, on se retrouve à avoir une diagonale complétée jusqu'au mois de décembre, donc 31-12-2000, enfin de l'année, quoi. Et une fois qu'on a ces triangles, ben, on va réappliquer tout simplement les méthodes de provisionnement classiques, hein, comme si on avait un triangle complet qui arrêtait au 31-12. Et donc là, effectivement, c'est le chain header, le Born-Ferguson, enfin tout ce qui est applicable. Sur la deuxième slide, sur la deuxième partie, ce qu'on a voulu vous illustrer, c'est comment faire lorsqu'on a un portefeuille vie. Alors, de toute façon, en portefeuille vie, l'idée, c'est effectivement qu'on raisonne sur du tête par tête. Donc, lorsqu'on est sur du tête par tête et qu'on veut essayer d'estimer, on va dire, les provisions au 31-12, bah, première étape, c'est de figer effectivement sa base de données au 30 novembre. Et sur cette base-là, on va essayer de recalculer du coup les provisions sur la date d'arrêté 31-12-2020. Donc là, effectivement, on essaye de mettre comme date de référence, hein, c'est par rapport à une date de référence, le calcul des PM, et on calcule tout, on fait défiler la base. Sur cette base de données, ce qu'il faut aussi faire, c'est d'essayer du coup d'extrapoler la partie manquante, du coup le mois de décembre. Est-ce qu'il y aura des têtes en plus ou des têtes en moins aussi, hein. Et l'idée, c'est de projeter, de trouver une méthode pour essayer d'anticiper ce qui va se passer sur la base de données. Et donc là, effectivement, c'est aussi sur la base d'historique qu'on va essayer d'observer, on va dire, des phénomènes d'entrée ou de sortie sur le mois de décembre. Et une fois qu'on a ça, effectivement, il faut extrapoler du coup cette base. Il faut prendre en compte des hypothèses sur les frais. Et donc, on va projeter la PM sur cette base-là. Une fois qu'on a projeté ça, il faut passer par une phase de validation. Donc, lorsqu'on est dans la phase de validation, on va regarder si la base de données qu'on avait anticipée, on va dire, à la date d'arrêté, si la base est bonne ou pas. Et si elle n'est pas bonne, bah, effectivement, il faut ajuster la base selon des éléments qu'on peut observer. Et enfin, bah, lorsqu'on arrive à J+7, à peu près, hein, on commence à communiquer toutes les informations à la compta, voire à la LM aussi, pour justement la partie actif. D'accord ? Et donc, là, le fait d'avoir parcouru, on va dire, les provisions, ça nous montre quand même qu'il faut avoir mis en place des techniques et des méthodologies assez précises qui doivent être challengées en permanence et backtestées aussi pour justement avoir les meilleurs modèles. Sur la partie du coup des frais généraux, une bonne pratique, c'est effectivement d'arrêter des flux de frais. Là, on est sur des délais plus courts à J-15. Ce qu'on peut observer, c'est que 15 jours avant la date de fin de clôture, enfin la date de clôture, on arrête les flux de frais et on essaie de reconstruire. Du coup, le fait d'avoir des flux, on a les flux par destination, d'accord ? Et pardon, on a les flux par nature et on va essayer de reconstruire les flux de frais par destination. Et là, on va se baser sur la comptabilité technique, notamment avec ce qu'on a pu voir avant, lorsqu'on va estimer des flux de primes, des flux de prestations, etc. On pourra petit à petit affecter les frais par destination. Et donc pareil, hein, pour faire ça, il faut avoir en place un système informatique qui permette d'extraire les flux et aussi essayer lorsqu'on fait toujours cette méthodologie de projection, d'avoir une politique qui n'incite pas quelque part à avoir des gros décaissements de flux atypiques en fin d'année. D'accord ? Donc ça permet de limiter l'aléa autour des projections qu'on va faire. Un dernier volet qu'on voulait aborder avec vous, c'est la partie placement financier. Alors, ça ne concerne pas forcément tous les acteurs, hein, c'est plutôt les gros acteurs qui ont besoin, par exemple, des valeurs de marché
de leur portefeuille. Les bonnes pratiques concernant les placements financiers, c'est qu'on essaie de geler du coup le stock des placements à J-3. Ensuite, à J-3, une fois qu'on a la liste des actifs, on va essayer de récupérer des informations financières disponibles, soit à J-2, soit à J-1, ou voire même au jour J, hein, c'est-à-dire au 31-12. Et du coup, là, ça permet quelque part d'avoir vraiment la photo du portefeuille d'actifs avec les informations les plus proches possibles. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de fortement inciter, si vous avez des gestionnaires d'actifs, ces fameux gestionnaires à ne pas faire de gros mouvements financiers, par exemple à J-2 ou J-1, parce que là, du coup, vos estimations n'auront plus de sens. Et donc, l'idée, c'est vraiment de fitter au mieux la réalité du portefeuille au 31-12 de l'année. Et donc, pareil, hein, il faut avoir un système informatique qui vous permette de faire ça et d'avoir vraiment l'information financière quand vous en aurez besoin. OK. Alors, sur la slide d'après, ce qu'on explique, c'est effectivement, une fois qu'on fait nos estimations, il faut mettre en place un processus de validation pour vérifier que nos estimations collent bien à la réalité ou pas. Alors, les bonnes pratiques de marché, hein, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des seuils de significativité. Ça veut dire qu'on va mettre en place des seuils à partir desquels on considère, que le fast close ne va plus. Donc, si on réalise nos estimations et qu'à la fin, on se retrouve avec des données, des flux réels qui sont pas forcément éloignés de la réalité et donc qui sont en dessous des seuils de significativité qu'on s'était fixés, bah, les flux sont validés. Les flux estimés, du coup, deviennent, on va dire, les flux réels. Sont considérés comme des flux réels. Et lorsque on est au-dessus des seuils, bah là, pour le coup, il faut faudra relancer tout le process parce qu'effectivement, le fait qu'on dépasse les seuils signifie qu'il y a eu quelque chose d'atypique qui est tombé durant au cours du mois de décembre. Et donc, on ne peut pas accepter tant d'écart. Et quand on met en place ces seuils, il faut avoir en tête qu'on peut mettre en place des seuils différents par typologie de risque. Par exemple, le fait d'être, on va dire, l'aléa, par exemple, autour des risques, par exemple, RC, est beaucoup plus fort que l'aléa autour, par exemple, du risque santé. Donc là, le niveau de seuil que vous allez fixer doivent être cohérents, on va dire, avec le profil, avec la typologie de risque que vous avez et aussi selon aussi votre politique de gestion à la fois des provisions, des risques et plutôt de politique de souscription, politique de gestion de sinistres et politique de provisionnement. Et donc, une fois que vous avez validé ou non vos flux, bah, il faut passer à la comptabilisation. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va faire du coup nos comptes au 31-12N, on va retenir les flux du fast close. D'accord? Donc, ça va devenir les flux qui seront dans le bilan compte de résultat. Et lorsqu'on va arriver en N+1, le N+1, on va observer un léger décalage du coup entre la colonne, souvent quand vous faites le N+1, vous avez la colonne N qui s'affiche, et là la colonne N qui s'affiche on devra injecter les ajustements qui nous permettent de passer des flux fast close aux flux réels, et donc là on aura effectivement quelques ajustements à passer dans les comptes N+1. Ensuite, une fois que vous avez validé ça, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, ce fameux process de fast close, c'est un process qui vit continuellement. Le process, il doit être mis à jour, on va dire, chaque année, compte tenu des backtests que vous allez faire, compte tenu des incidents que vous aurez rencontrés. L'idée, c'est qu'il faut toujours améliorer le process et les méthodologies sont toujours affinables parce que vous allez avoir, par exemple, je sais pas, plus d'historique, plus d'informations et donc tous les paramètres pourraient être revus, on va dire, chaque année. À la fois, alors je parle de paramètres à la fois sur la méthode en soi, hein, mais aussi sur tout le process. Si par exemple il y a eu tel ou tel service qui a rencontré des difficultés sur le planning, sur les données, sur l'information en tout cas, l'idée c'est de toujours trouver des points à améliorer pour justement que les deux, ce que je disais, hein, c'est qu'on converge sur un process qui nous permette d'avoir le moins d'écart possible entre fast close et réel. Et donc tout cela, on parle de fast close. Il y a quand même un gros point qui est important, c'est effectivement la partie données, parce qu'un fast close ne marche bien que si on a des données de qualité.
Et là, je passe la parole à Luancel. Merci Kevin. Oui, tout à fait. En effet, hein, quand on pense fast close, on pense évidemment clôture rapide. Donc on pense évidemment au fait qu'on peut anticiper un certain nombre de choses. Donc anticiper peut-être des atterrissages. Et c'est toute la partie que vous a présentée Kevin avec ses calculs de modélisation. On dit à partir des données du 30 novembre, comment je fais pour projeter, pour essayer d'anticiper, de voir mon atterrissage et après de pouvoir le vérifier dans un second temps. On pense aussi à récupération de la donnée. Comment je fais pour récupérer la donnée, pour pouvoir justement la retraiter, l'utiliser et avoir une situation la plus juste et la plus fiable au moment où je clôture. Cette réponse-là, cette question-là, elle se fait, alors peut-être pas obligatoirement, mais surtout pas obligatoirement, mais principalement par un système d'information fiable. C'est la première des réflexions qui peut se faire. Ça permet une centralisation des données, ça permet un échange rapide, une homogénéisation peut-être des formats. Peut-être ça permet aussi de diminuer le nombre de retraitements, le nombre de manipulations qu'on peut faire sur les données. C'est vraiment le principe phare que l'on peut mettre en avant pour pouvoir réfléchir à un dispositif de fast close. Est-ce que l'on a les outils suffisants pour pouvoir le réaliser et faire ces éléments-là? Est-ce que l'on peut avoir les données en amont? Est-ce qu'on peut avoir les données suffisamment rapides? En tout cas, c'est une vraie réflexion qui doit être intégrée dans le cadre de la mise en place de ce type de projet. Alors, évidemment, ça coûte cher. Évidemment, tout d'évolution du système informatique est très coûteux. Ça, vous le savez, ou vous l'avez peut-être déjà vu, ou si vous ne savez pas, je vous le dis. Ça prend du temps, ça peut coûter assez cher. Alors, est-ce que c'est la seule des façons? Moi, je pense que voilà, c'est ça, le slide d'après. Lorsque l'on regarde les éléments, on peut être pragmatique sur cette notion. Et c'est un travail qui, finalement, quand on y réfléchit, s'intègre assez bien dans un domaine, des travaux qui sont demandés dans le cadre de la directive Solvabilité 2, c'est tout ce qui est qualité des données. La qualité des données, vous savez ce que c'est. C'est le fait d'être en capacité de démontrer que la donnée qui est utilisée est de qualité et donc elle répond à un certain nombre de critères d'exactitude, d'exhaustivité, de pertinence. Tous ces éléments par un cercle que l'on présente juste devant vous sur il faut d'abord définir la donnée, la contrôler, mesurer cette qualité, analyser cette qualité, être capable de mettre en place des plans de remédiation et suivre la qualité des données. Toute cette démarche-là, qui paraît très théorique, en fait, elle s'applique par l'étude des process, l'étude des évolutions, l'étude des retraitements qui sont réalisés tout au long du cycle de vie de la donnée. Et finalement, ça permet de suivre toutes les étapes qui sont réalisées jusqu'à la comptabilisation. Alors, ça peut être la comptabilisation des provisions techniques et le périmètre de Solvabilité 2 s'articule vraiment à ce niveau-là, mais on peut le dupliquer sur l'ensemble des périmètres pour se dire qu'en intégrant un système de qualité des données, on peut aussi réfléchir à une amélioration des délais de clôture, puisque l'on va regarder chaque étape de vie de la donnée jusqu'à sa comptabilisation. Donc voilà le lien que je pouvais faire en disant ce projet de fast close est un projet d'ampleur, mais il peut finalement embarquer un certain nombre d'autres projets ou alors peut-être d'autres projets comme la qualité de données qui s'imposent et qui sont de plus en plus mises en place chez certains organismes, peut aussi embarquer une certaine réflexion autour des améliorations des délais de clôture. Alors, aujourd'hui, on avait également envie de partager avec vous un petit retour d'expérience à travers nos convictions et notamment 6 facteurs qui nous semblent clés pour réussir les projets de fast close. Alors, tout d'abord, tendre les processus par les délais, ça nous semble être la bonne formule pour résoudre l'équation qualité-coût-délai. Je discutais avec un directeur financier et puis il m'expliquait qu'au départ, il avait essayé de réduire les coûts
Et puis la qualité s'était dégradée. Après, donc, comme ça ne fonctionnait pas, ils ont essayé de porter les efforts sur la qualité et les coûts ont augmenté. Et la façon dont il a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est en tirant sur les délais. Parce que de fait, les coûts ont diminué, parce qu'on a supprimé un certain nombre de tâches qui étaient inutiles, et la qualité s'est augmentée, forcément par nécessité. Deuxième point sur lequel on voulait un petit peu insister, c'est la promotion, la disponibilité, l'accès à l'unicité de l'information. C'est un petit peu ce qu'expliquait Louis Anselme juste avant. L'idée, c'est bien de rendre disponible l'information au plus tôt, de manière à pouvoir paralléliser d'une part la production du reporting et d'autre part l'analyse des résultats et des tendances. L'objectif, c'est bien de pouvoir paralléliser ces tâches-là dans un processus qui est fluide, de manière à ce que ça puisse tenir les délais avec une manière standardisée, en tout cas, de produire l'information. Autre point, mettre en place un pilotage efficace. Alors ça a l'air d'être un petit peu basique, mais si généralement on fait un kick-off de lancement avant les arrêtés pour essayer de coordonner les attendus et les deadlines, on fait parfois, en tout cas moins rarement, moins souvent en tout cas, un suivi rapproché et temporisé de l'avancement des tâches pour savoir où on en est. Et encore un petit peu moins souvent, un point de clôture des travaux, notamment pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé, présenter les chiffres. Ça arrive souvent en fait que les chiffres remontent, mais parfois ils ne redescendent pas, ce qui peut amener parfois à des petites surprises. Donc ça, c'est important. Et deuxième point, c'est également d'essayer de tirer parti de ces points de clôture pour pouvoir justement faire cet état des lieux à un instant T et puis de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et essayer justement de rentrer dans un processus d'amélioration continue. C'est assez important. Et donc, notamment, pouvoir mettre ce pilotage et le mettre en place de manière récurrente, c'est quelque chose qui va permettre de s'améliorer petit à petit et puis de mieux se connaître. Autre point, je l'ai abordé sur la phase de cadrage de projet, c'est de définir une cible atteignable et de mettre en place des actions mesurables rapidement. Alors, pourquoi ? Simplement parce que si on donne une cible qui est trop ambitieuse, on risque de se planter. Donc, il faut bien se connaître. Il faut savoir jusqu'où on peut en aller. Il faut connaître les équipes et il faut savoir à peu près jusqu'où peut être la limite. Donc, il faut être ambitieux, mais il faut parfois ne pas trop l'être. Deuxièmement, bien avoir des résultats rapides de manière à pouvoir rapidement sortir un petit peu du tunnel. Et généralement, on fait plutôt de focus sur les processus et les procédures plus que sur les améliorations techniques. Généralement, les dernières marches à parcourir, c'est un peu ce qu'expliquait tout à l'heure Louis Anselme, ça prend du temps et ça coûte cher. Donc, généralement, les quick wins, c'est plutôt de s'attaquer d'abord aux process et aux procédures parce que c'est des choses qu'on maîtrise et qui peuvent être rapidement mises en place. Autre point, évidemment, c'est maîtriser et connaître les dysfonctionnements pour faire la chasse au gaspillage. Donc, c'est un petit peu ce que j'explique également, c'est avoir cette approche bottom-up et notamment bien se connaître et bien mettre le point sur les sujets sur lesquels on est capable en fait de supprimer des tâches et de fluidifier les choses. Donc, dans les tops de gaspillage, je vais passer rapidement dessus parce qu'on arrive bientôt en fin de séance. Tout ce qui est ressaisie, réconciliation, la pêche à l'information, la production de reporting inutile et j'en passe. Je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois. L'idée, ça va être de bien tout lister, de bien savoir ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, de manière à pouvoir avoir quelque chose de pertinent, d'efficace et d'efficient. Et puis, dernier élément, sur lequel je voudrais insister, c'est la qualité des données et le contrôle interne. Donc, notamment, la notion de control by design que j'ai un petit peu emprunté au RGPD. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que quand on va faire les analyses de processus et qu'on va essayer de lister justement les choses à améliorer, il va toujours falloir se poser la question du contrôle interne et de la qualité des données. Il ne faudra pas hésiter à abandonner ou décaler des évolutions, c'est remettre en jeu la maîtrise des risques et la maîtrise de la qualité. Produire vite, OK, mais produire bien. Il n'est pas question de détériorer la qualité des données, évidemment. Et donc, par ailleurs, les évolutions qu'il faut prendre en compte sur le système d'information, ça va viser notamment, entre autres, d'accélérer et de fiabiliser les contrôles et au maximum de les automatiser. Une première synthèse, je vais repasser la parole pour conclure à Louis Anselme. En fait, des gains, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus. Le point important qui nous semble côté difficulté, c'est cet aspect en fait, remise en cause de l'existant et accompagnement du changement. Quand vous allez mettre en place ces sujets d'accélération des délais de clôture, d'augmentation de la fréquence et jusqu'aux phases closes, vous êtes à la phase de personnes qui vont dire je fonctionne comme ça depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, ça a toujours fonctionné, les chiffres sont bons, pourquoi tu veux que je change ma méthode? Et c'est vraiment
on peut être amené à remettre complètement en cause tout le processus, en fait, la façon de faire, d'enlever certaines activités à certaines personnes, de les automatiser. Et donc, ce sujet-là est extrêmement important et il ne faut pas le négliger. Et comme le disait Frédéric, avoir un regard extérieur nous semble indispensable parce que la remise en cause de soi-même, c'est souvent assez compliqué. Louis Anselme. Tout ça se fait évidemment dans un environnement de conduite du changement avec une montée en compétences des différents collaborateurs. Ça, c'est quelque chose que vient de redire Christophe et que moi sur lequel j'insiste, mais aussi d'implication de vos partenaires. Alors les partenaires, c'est les fournisseurs de données, votre réassureur, c'est votre gestionnaire, c'est toutes les personnes qui vont vous fournir des données qui sont externes, et ça aussi c'est intégré. Et lorsqu'on parle de partenaires, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il faut évidemment penser au commissaire aux comptes qu'il faut impliquer dans le cadre de ce projet, puisque Kevin l'a bien dit, et je pense que je me permets de réinsister là-dessus, sa validation de ces évolutions de process et d'outils, il sera le premier concerné, puisqu'à la fin, c'est lui qui donnera le tampon et la validation, et donc son implication dès le départ nous paraît des plus importantes. Merci beaucoup en tout cas pour d'avoir participé à ce webinaire. Alors il y a un certain nombre de questions, il y a 2 questions qui sont arrivées sur le chat. Alors la première question, c'est dans cette situation, une relance globale de l'intégralité du processus de calcul phase close est recommandée ou conseillez-vous d'intégrer a posteriori les éléments anormaux? Je pense que cette question s'intègre plutôt pour Kevin, Ouais. lorsqu'il fait ses anticipations de calcul, lorsque l'on voit en fait peut-être quelque chose d'atypique. Est-ce que vous pensez qu'il faut refaire les calculs ou au contraire d'intégrer a posteriori les éléments normaux? Déjà, effectivement, tout dépend, on va dire, de l'ampleur, on va dire, de l'amplitude de ce côté du montant, s'il est élevé ou pas. Et alors alors moi j'ai vu de tout, hein. Il y en a qui du coup repassent vraiment le flux réel. Donc ça, effectivement, quelque part, on enlève ce qu'on avait estimé dans le fast close et on passe au flux réel. Donc on relance vraiment le process en entier. Et si c'est juste, on va dire, une partie qui va influencer de manière on va dire, fine le côté estimation, on va juste injecter. Alors, moi, je pense au cas où, par exemple, j'ai un triangle et je sais pas, il y a une survenance pour lequel il y a effectivement une grosse évolution, par exemple, de la charge dossier. Bah, on va juste réinjecter, on va dire, cette information sur la survenance qui est concerné et on va relancer quelque part le calcul des provisions juste sur cette survenance pour ensuite avoir la provision globale. Donc après, ça dépend vraiment du cas auquel vous avez. Et par exemple, si c'est sur les placements financiers, ben là, effectivement, si vous voyez des gros écarts, ben là, vous allez prendre directement le réel. Il n'y a pas à relancer tout le process, quoi. Bon, après, je sais. C'est exactement ça. Il faut savoir si la prise en classe d'une anomalie ce qui va arriver, est-ce que ça vient modifier les hypothèses de calcul qui ont été faites ou au contraire, c'est un événement sur lequel on peut avoir une opération diverse et donc du coup comptabiliser le flux en tant que tel. Il y a une deuxième question. Pouvez-vous revenir plus en détail sur les prérequis des SI, gestion comptable, gestion des actifs? Alors, je ne sais pas si Christophe, Frédéric voulait répondre ou Kevin. Moi, sur les SI, effectivement, c'est surtout la partie contrôle sur lequel avait insisté aussi Frédéric, hein, qu'il faut, quand on parle de prérequis, c'est effectivement déjà avoir un outil qui soit en mesure de bien arrêter les flux et d'extraire, on va dire, les données, les bonnes données, hein, parce qu'on ne sait jamais, en fait, si on fait une extraction, est-ce que les données qu'on a devant nous sont bonnes ou pas? Et là où on parle d'avoir des bons systèmes informatiques, c'est d'avoir un système informatique qui nous assure que la qualité qu'on extrait est bonne. Et donc là, ça revient à faire effectivement l'automatisation des contrôles, le fait d'avoir des tableaux de bord qui nous indiquent qu'effectivement la donnée qu'on a est bien arrêtée, et aussi avoir un système informatique qui sache gérer le fait qu'on arrête des flux. Ça ne veut pas dire que ça ne doit pas continuer à vivre, hein, et donc que
tout le process, on va dire, de flux ne soit pas inchangé parce qu'on a fait un arrêté au 31, au 30 novembre N, quoi. C'est vraiment ça. Et après, effectivement, gestion comptable et gestion des actifs, si pour revenir à la question, du coup, gestion comptable, effectivement, ça doit être on va dire, deux bases de données qui doivent se communiquer entre eux. Et après, gestion des actifs, après, tout dépend de comment vous gérez vos actifs. Le fait d'avoir un gestionnaire d'actifs, d'avoir plusieurs gestionnaires d'actifs, il faut avoir des données qui soient par exemple sous le même format et qui soient exploitables assez rapidement pour ce que vous voulez en faire. D'accord? C'est surtout Le ça. sujet, c'est ce qu'a dit Louis-Anselme et un peu tout le monde, c'est la qualité des données et la qualité des échanges. En fait, on voit parmi les tâches chronophages très souvent ces sujets de rapprochement compta-gestion, rapprochement base d'actifs compta, où on perd du temps parce qu'on n'a pas les bons reporting, on n'a pas les bons axes d'analyse. C'est des choses toutes bêtes en fait, mais parce qu'on l'a jamais fait, etc. Donc, il y a à la fois l'automatisation des interfaces, que ce soit tout ce qui est gestion des rejets propres, et puis avoir des états qui permettent de rapprocher le plus efficacement possible entre compta et gestion et pas perdre de temps en fait. Que ce soit pas un goulot d'étranglement comme ça l'est, comme on le rencontre en fait régulièrement. C'est ça. Et alors donc du coup, c'est convergence des référentiels, ça c'est le point central, de manière à ce que la communication soit unique pour tout le monde. Si on fait un focus un peu sur la partie gestion d'actifs, ça peut parfois être résolu par des moteurs de règles de gestion qui permettent d'avoir différents providers sur le calcul des VL et qui permettent parfois de gagner un peu de temps. Donc ça, après, c'est à voir aussi des providers qu'on veut récupérer. Ça permet parfois de gagner 1 ou 2 jours sur la prod. Et puis ensuite, sur la partie volet comptable, généralement, ce qui marche bien, c'est d'avoir le même outil. Quand je dis le même outil, c'est typiquement de partager les paramétrages de manière à ce qu'on ait des transcodifications, pour être très clair, entre, par exemple, des plans de compte internes, des plans de compte techniques, des plans de compte généraux, et puis ensuite des plans de compte groupe. Et généralement, quand vous avez un référentiel qui est centralisé, ça permet d'avoir une fluidification complète et en fait une lecture directe de toutes les transcodifications, finalement du front jusqu'à la partie communication financière. Alors, j'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à reposer des questions s'il y en a d'autres. On vous laisse encore quelques minutes pour poser quelques questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette séance et j'en profite pendant ce temps d'attente déjà pour encore une fois vous remercier de votre participation à ce webinaire. Nombreuses participations. Non, pas d'autres questions, pas de points à approfondir En tout cas, alors à la suite de ce slide, on a mis nos coordonnées. Donc, on vous enverra évidemment la présentation. Pour ceux qui se sont inscrits, vous aurez les coordonnées. A posteriori, n'hésitez vraiment pas à revenir vers vous si vous avez des questions, des précisions, si vous voulez même échanger avec nous sur ce sujet-là. Ce serait avec un grand plaisir qu'on pourra vous rencontrer pour faire des échanges sur ces éléments-là. Donc, encore une fois, n'hésitez pas et normalement, tous ceux qui sont inscrits auront accès à la fois au slide et à la fois au replay qui sera aussi mis en ligne sur le site d'Actuelia et peut-être que le cabinet Levo pourra aussi partager sur notre site. Partager sur votre site. Je crois que ça a répondu à une question. Merci beaucoup en tout cas et on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup.